Une fois encore, bonsoir. McDonald's, la chaîne américaine de restauration rapide, a présenté des excuses pour avoir interdit aux Noirs l'entrée dans un de ses restaurants du sud de la Chine où des Africains sont victimes de discriminations, de mises en quarantaine et de dépistages abusifs sur fond de lutte contre le coronavirus. Parallèlement, une vingtaine d'ambassadeurs africains ont été reçus hier à Pékin au ministère des Affaires étrangères. Pékin a promis à cette occasion de lever les mesures sanitaires concernant les Africains, selon un compte rendu de la diplomatie chinoise. Dans une missive adressée à Pékin, les diplomates africains ont fait savoir que les tests de dépistage et les mesures de quarantaine imposées spécifiquement à leurs ressortissants ne sont ni plus ni moins que du racisme. Et puis une réunion du comité d'urgence de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sur la fièvre hémorragique Ebola en République démocratique du Congo était prévue ce mardi pour décider si l'épidémie qui a repris constitue toujours une urgence internationale. Par ailleurs, et sur un autre front, une déclaration conjointe des partenaires de l'initiative contre la rougeole et la roubéole a averti ce mardi que la pandémie du nouveau coronavirus pourrait mettre plus de 117 millions d'enfants à risque de ne pas recevoir les vaccins contre la rougeole. Les campagnes de vaccination ont été retardées dans 24 pays et au moins 13 autres pays sont à risque de défis similaires. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 23 millions de vies ont été sauvées grâce aux vaccins contre la rougeole au cours des 2 dernières décennies. Le nouveau coronavirus a entraîné la mise en quarantaine de plusieurs villes africaines. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, est coupée du reste du pays rendant ainsi difficile l'acquisition des masques de protection. L'État ivoirien a promis d'en produire en masse, mais pour le moment, le pays est confronté à une pénurie et dans les pharmacies, ces masques sont souvent en rupture de stock ou vendus à des prix très élevés. Plus de détails avec Thierry Kaoré. Dans les rues d'Abidjan, c'est l'un des produits les plus convoités du moment. Le masque. Incapables d'en trouver dans les pharmacies, les populations se sont rabattues sur ceux en tissu vendus ici par des particuliers. J'ai parcouru plusieurs pharmacies et finalement j'en ai eu un, mais au finish, je n'en trouvais plus, donc je me tournais maintenant vers ces petits qui sont dans la rue en train de vendre les cache-nez. Mais d'où viennent ces masques en tissu ou cache-nez vendus à la hâte ici? Ils ne sont pas homologués et leur qualité est parfois douteuse. Je ne veux pas dire préconise parce que ce n'est pas ce qui est la norme. La norme, je pense que les types de l'OMS est là, les types de masques qui font barrière en fonction de la situation, qu'on soit en milieu hospitalier ou qu'on soit en milieu, ambiant, il y a des types de masques. Mais en cas de nécessité, la population qui est là, le citoyen lambda qui a envie de se protéger, il prend les mesures qu'il veut. Ce n'est pas le ministère de la Santé qui leur recommande de prendre des masques en tissu, c'est ce que je veux dire. Les concepteurs de ces masques en tissu se défendent. Le créateur de mode, Roger Bango, dit avoir retourné sa veste à cause de la pandémie. Depuis, en tout cas, cette pandémie, on avait presque plus de clients. Et ici, nous sommes près de 50 employés. Donc, c'était chaud, c'était assez compliqué. Donc, il fallait cette conversion-là. Et comme je disais tantôt, c'était pas pour gagner de l'argent, mais c'est pour participer à quelque chose. Voilà, c'est pour participer en tout cas à tout l'effort qui se fait. Voilà, moi, dans mon domaine, il faut faire les masques, il faut les masques. Jeudi dernier, le Conseil national de sécurité a rendu obligatoire le port de masques dans la capitale économique ivoirienne. Il en a décidé également de sa gratuité, répondant ainsi à l'appel de la Confédération des consommateurs du pays. Alors au Mali, où les citoyens se réunissent pour trouver des solutions locales afin de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, alors même que de nombreux pays sont confrontés à des milliers de cas et peinent à trouver des équipements médicaux. À Bamako, la capitale, la société civile, les universités et les start-up
joignent leurs efforts pour éviter le scénario catastrophe face à la pandémie de Covid-19. Les précisions avec Dili Diko. Riposte 223 est une association composée de commerçants, d'enseignants, de journalistes, de professionnels de la santé et d'artistes. Ensemble, ils collectent des équipements médicaux et des produits sanitaires, notamment des masques chirurgicaux, des gants et des solutions désinfectantes auprès de la population. Le collectif les distribue ensuite dans les hôpitaux de la région. On pouvait faire ce don directement décerné aux hôpitaux, au ministère de la Santé. Mais comme vous connaissez l'administration, il y a trop de protocoles souvent. Ça pourrait prendre du temps avant d'arriver aux vrais bénéficiaires. Et je pense que nous sommes citoyens, c'est aussi nos hôpitaux. Et nous pensons que la méthode la plus efficace, et pour les besoins de transparence, il est bien d'apporter. Dans cet hôpital universitaire de Bamako, une dizaine d'étudiants en biologie ont mis la main à la poche pour acheter les composantes nécessaires pour fabriquer du gel hydroalcoolique. La première initiative, c'était d'aider nos personnels soignants. Nous avions aussi constaté que les prix de ces gels hydroalcooliques sont du jour au lendemain élevés. Et si les tendances continuent comme ça, on risquerait de ne plus avoir les moyens de les acheter. Alors qu'on sait que pour la préparation de ces solutions, ça ne demande pas assez de moyens. Et si on le fait aussi, non seulement les personnels de la santé peuvent bien bénéficier, mais aussi financièrement, les gens auront accès à cela. Ce groupe d'étudiants peut produire jusqu'à 5 litres de gel sanitaire par séance, mais ils expliquent que s'ils bénéficiaient d'une petite aide financière, ils pourraient en produire davantage. À Donilab, une start-up malienne, Youssouf Sall, travaille sur un prototype de respirateur pour faire face à l'augmentation du nombre de cas sévères de Covid-19. Il a présenté l'appareil aux autorités sanitaires qui l'ont encouragé à le perfectionner. Youssouf a également conçu un vaporisateur désinfectant automatique et un distributeur d'eau et de savon qu'il espère commercialiser. On a rencontré aussi les infectiologues qui traitent directement les malades du Covid-19. Ils nous ont donné des conseils hyper importants pour pouvoir avancer sur le next step. Donc on a compris qu'il fallait beaucoup plus que ça pour faire un respirateur. Donc on a fait un cahier de charges. On a répertorié toutes les fonctionnalités qui doivent être prises en compte. On a commandé du matériel, nous en avons reçu une partie. Le reste doit venir demain, Inch'Allah. Donc d'ici la fin de la semaine, on va s'atteler à apporter toutes ces modifications-là et encore aller le présenter encore à nouveau pour qu'ils voient si c'est suffisant pour passer à un test clinique ou pas. Toutes ces initiatives sont des actions citoyennes. Bien que la société civile malienne demande l'aide de l'État, elle n'hésite pas à prendre les choses en main. Ces citoyens ont en commun la volonté de trouver des solutions locales pour lutter contre le nouveau coronavirus au Mali. La pandémie de nouveau coronavirus a fait plus de 120 000 morts dans le monde, dont près de 70% en Europe depuis son apparition en Chine en décembre dernier. À ce jour, pas moins d'1 923 390 cas ont été déclarés dans le monde, dont plus de la moitié en Europe. Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations. Un grand nombre de pays ne testant désormais plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Face à la crise du coronavirus, l'Union européenne pourrait financer un fonds de 1 500 milliards d'euros à partir d'emprunts garantis par les États membres. Évocation faite ce mardi par l'un des 3 vice-présidents de la Commission, chargé donc la Commission européenne dans la presse allemande. Ici, aux États-Unis, pas moins de 600 000 personnes ont été infectées par le Covid-19 et environ 25 000 en sont morts. Ce mardi, plus de 2100 villes américaines annoncent se préparer à des déficits budgétaires et à de nombreux licenciements et coupures et demandent donc une aide du gouvernement fédéral. Et alors que la bataille contre le Covid-19 est loin d'être gagnée, le président américain Donald Trump a ouvert un autre front hier en indiquant être la seule autorité à décider de la fin ou non du confinement. Lors d'apparitions télévisées ce mardi, autant pour moi, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a réagi, déclarant qu'il y aurait une crise constitutionnelle si le président américain tentait d'exercer un pouvoir fédéral sur les États pour les forcer à rouvrir l'économie de façon prématurée.
Les cas de coronavirus aux États-Unis ont doublé cette semaine selon les centres américains de contrôle et de prévention des maladies. Plus d'un demi-million d'Américains ont été déclarés positifs au COVID-19. Certains disent que la vie ne sera plus jamais la même, même pour ceux qui ne contracteront pas la maladie, j'y parviens. Dans le reportage qui suit, Caroline Presutti de la VOA nous montre comment les États-Unis se retrouvent avec deux types différents de population. C'est un récit signé Arzuma Compaoré. Vous avez probablement déjà remarqué la scission. Il y a ceux qui sont malades. J'ai juste voulu me lever et je me suis effondré sur le sol parce que j'étais tellement malade. Mon corps ne pouvait tout simplement pas bouger. Et il y a ceux qui n'ont pas le nouveau coronavirus. Il y a ceux qui font du télétravail et sont payés. Et il y a ceux qui sont sans travail. C'est juste effrayant, un autre aspect effrayant de tout ça. Cela met juste trop de choses à l'arrêt. Dans l'Arkansas, des centaines de résidents se sont alignés devant un bureau de chômage lorsque les candidatures en ligne ont échoué. J'ai 62 ans, je ne sais pas grand-chose sur l'ordinateur. En Floride, les files s'allongent devant ce bureau de chômage offrant un service au volant. C'est 10 fois pire que ce que nous avons connu en une génération. Environ un travailleur américain sur 10 a perdu son emploi au cours des 3 dernières semaines. Le plan de relance de 2 milliards de dollars est censé aider les chômeurs, mais Ben Harris de la Northwestern University affirme que cet argent n'est pas disponible immédiatement. Dans la pratique, les États ne sont pas en mesure de fournir cette aide. Si vous êtes travailleur indépendant ou faites des petits boulots, dans la pratique, ces personnes devront attendre, espérons-le, quelques semaines de plus, voire plus longtemps pour en bénéficier. Elles vont en subir les conséquences. Dans le comté de Cook, qui comprend Chicago, un nombre disproportionné d'Afro-Américains sont des patients atteints de coronavirus, un taux 3 fois plus élevé que celui des patients blancs. Les experts en affaires prévoient que la maladie mène au chômage, en particulier pour les travailleurs à faible revenu, ce qui entraînera des faillites à la fois pour les entreprises et des particuliers. Même si on nous disait de retourner au travail demain, la moyenne des familles de travailleurs que vous connaissez n'est qu'à quelques semaines d'un défaut de paiement. Les analystes prédisent que 2 populations sont en train d'émerger au cours de la pandémie de COVID-19. Alors que certains ont encore plus de mal à manger et à obtenir des soins médicaux, nous avons beaucoup de choses dans notre frigo. D'autres discutent du dîner ou des plats à emporter pendant que les enfants terminent leur apprentissage en ligne. Vous regardez chez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA. Yo, check it out, man. This is Burkina Faso alongside Nigeria. We're surviving for your Mr. Soprano. You know what it is, my bad records. Get it on. Too many haters started, I ain't gonna be here. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du Monde aujourd'hui. John Linden, de retour avec vous. Comme chaque mardi, nous retrouvons la chronique de l'économie et avec Eric Manirakiza, nous parlons ce soir de cette crise alimentaire qui frappe plus d'1 million d'Éthiopiens à cause des criquets. Également au menu, ce consensus des producteurs de l'OPEP sur les baisses de production à partir
de mai prochain. Selon les Nations Unies, les criquets pèlerins ont causé d'énormes dégâts en Éthiopie, ravageant près de 200 000 hectares de terres agricoles et plongeant 1 million de personnes dans le besoin d'une aide alimentaire d'urgence. Ces insectes ont dévasté les plantations de sorgho, maïs et blé et limité l'étendue disponible de pâturage. Quelques 75% des Éthiopiens ayant besoin d'une aide alimentaire d'urgence vivent dans les régions Somalie-Est et Oromia Centre et Sud. En plus de l'Éthiopie, des milliards de criquets pèlerins se sont abattus sur l'Afrique de l'Est, causant d'immenses dégâts en Somalie, au Kenya, à Djibouti, en Érythrée, en Tanzanie, au Soudan du Sud et en Ouganda. Cette région se prépare à l'arrivée de nouveaux essaims qui pourraient s'avérer encore plus destructeurs. La FAO a prévenu la semaine dernière qu'une hausse massive du nombre de criquets dans la région poserait une menace sans précédent à la sécurité alimentaire et aux moyens de subsistance des populations à l'approche de la saison des récoltes et des plantations. Dans le domaine de l'énergie, l'OPEP et ses partenaires sont convenus dimanche soir lors d'une réunion par vidéoconférence de la plus grande baisse de production de l'histoire dans l'espoir de faire remonter les prix du pétrole en pleine pandémie de coronavirus. En mars, Riyad et Moscou s'étaient lancés dans une guerre des prix et des parts de marché après avoir échoué à s'entendre sur des quotas de production. Ils envisagent une baisse de 20 millions de barils de pétrole par jour. Après cet accord, les cours du pétrole ont bondi lundi matin sur le marché en Asie. Suivez un expert pétrolier saoudien. Ce que l'accord permettra, à mon avis, est de ralentir la croissance des stocks, ce qui est un indicateur sain pour les marchés. Il y aura également une corrélation plus forte entre ce qui est vendu sur les marchés physiques et ce qui se reflète dans les marchés à terme. Le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump ont noté lors d'un appel téléphonique la grande importance de cet accord. Pour avoir été impliqué dans les négociations, et c'est le moins qu'on puisse dire, l'OPEP envisage une coupure de 20 millions de barils par jour et non de 10 millions, comme il est généralement rapporté, a écrit le président américain sur Twitter. Si on s'approche de cela et que les affaires mondiales reprennent après le désastre du Covid-19, le secteur de l'énergie rayonnera à nouveau, bien plus rapidement qu'anticipé, a-t-il ajouté. Le Canada a salué l'accord de l'OPEP et de ses partenaires, qualifiant la baisse de production prévue de bonne nouvelle. Merci à Eric Manirakiza. À Dakar, le marié Galaye Sarr s'en remet à Dieu pour que cesse la malédiction du coronavirus. L'épidémie a plongé l'un des plus grands et importants ports artisanaux du Sénégal dans la torpeur, alors que les mesures mises en place par le gouvernement pour réduire la propagation du Covid-19 menacent directement les exportations de poissons. C'est ce que nous dit Arzouma Compaoré. Assis sur un quai généralement animé de la capitale du Sénégal, Dakar, le jeune poissonnier Galaye Sarr regarde en direction de l'Atlantique, le regard interrogateur. Lui et des milliers d'autres Sénégalais souffrent aujourd'hui des effets de la pandémie sur le fructueux commerce de poissons. C'est mes grands frères qui partent attraper le poisson. Mais maintenant, ils sont accostés depuis longtemps à cause du coronavirus. Ils ne peuvent plus partir. Parce que même s'ils attrapent le poisson, on ne pourra plus le vendre. C'est pour laquelle ils ont resté chez nous. C'est seul nous qui partent travailler. C'est juste le nom qui est là, mais on ne gagne plus rien. Selon le poissonnier de 23 ans, les marchés locaux étaient déjà saturés et les prix étaient en baisse. Habituellement, il achetait des prises aux pêcheurs qui sillonnent l'Atlantique dans leurs pirogues multicolores. Il vendait ensuite les poissons aux usines de transformation qui emballent les produits pour l'exportation. Des mois, je peux épargner jusqu'à 100 000 francs. Mais maintenant, rien que pour avoir 20 000 francs, c'est tout un sacerdoce. On voit qu'il y a beaucoup de différences. Parce que tu ne veux plus vendre aux usines. Aux usines, quand tu achètes ici et aller vendre aux usines, tu allais faire beaucoup de bénéfices. Beaucoup même. Mais maintenant, tu n'as pas trop de bénéfices. Tu as vu, on a acheté les poissons et on est obligé de les stocker ici. Parce qu'on n'a pas personne à vendre.
Le poisson est l'une des principales sources d'exportation du pays vers l'Europe, l'un des principaux marchés dont l'économie est grandement affectée par la pandémie de coronavirus. Les restrictions de vol ainsi que le couvre-feu antivirus du crépuscule à l'aube pour freiner la propagation du virus ont durement touché les exportateurs de poissons. Ouais, ça c'est un poisson qui... L'espèce c'est dans mer Noire. Ça devait être exporté. Mais le plus ça part vers l'Italie. Mais à cause du coronavirus, on a annulé tous nos vols. Cause pour laquelle la poisson n'a pas pu être exportée. Et il y a beaucoup de gens, parce que tout ce que vous voyez ici, ce sont des mers noires. Tout. Il y a beaucoup de tailles. Il y a des grosses comme ça, des petits ou des choses comme ça. Mais à cause du coronavirus, on n'a pas pu les exporter. Galaï dit que malgré les risques que lui et ses frères prennent chaque jour en venant au quai et en ne respectant pas les consignes de distanciation physique, c'est à Dieu qu'ils s'en remettent tous. On continue d'être ensemble, on mange ensemble, on boit ensemble, on fait tout ensemble. Donc vu que le coronavirus se propage d'une façon extrêmement très grave et ça tue, j'ai vraiment peur. Mais quand même on essaie de vivre et dire peut-être qu'un jour Dieu va enlever toute cette malédiction de nous. L'industrie de la pêche est l'une des plus importantes au Sénégal, employant environ 53 000 personnes directement et plus d'un demi-million de personnes indirectement, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Alors que le monde combat la pandémie du nouveau coronavirus, certains se demandent si les mesures de restriction visant à contenir le virus ne conduisent pas à l'amélioration de la qualité globale de l'air. D'autres estiment qu'il existe une corrélation entre le confinement et les niveaux de pollution à travers le monde. C'est un reportage de Mariama Diallo. Le récit est signé Blanche Sanou. L'Agence spatiale européenne affirme que la Chine a connu une baisse de 20 à 30% du dioxyde d'azote entre la mi-décembre et la mi-mars. C'était certainement dû au fait que dans la région du Hubei en Chine, toutes les activités ont été considérablement réduites en raison du confinement. Béatrice Cardenas nous explique comment le dioxyde d'azote affecte l'air. Lorsque le dioxyde d'azote est dans l'atmosphère, il n'a pas un impact uniquement sur l'environnement et la santé des gens. C'est aussi un polluant clé car une fois dans l'atmosphère, il peut interagir avec d'autres du même genre et produire des effets plus toxiques. Toute cette pollution détruit la santé de la population. L'exposition à la pollution atmosphérique vous rend plus vulnérable aux infections comme ce virus ou autres bactéries. L'analyse de Greenpeace montre également que les émissions de pollution à Pékin et ses environs ont chuté. Par rapport aux années précédentes, les rues et les monuments ne sont plus couverts de brouillard. En fait, il y a beaucoup de raisons derrière l'amélioration de la qualité globale de l'air, mais il faut retenir deux facteurs principaux. La première est que les usines ont été fermées pendant l'épidémie. L'autre est le changement de style de vie des gens, en particulier la réduction du trafic. Li Chan, un habitant de Pékin, considère cela comme un avantage potentiel pour la santé. On dirait que l'air est beaucoup moins pollué qu'auparavant. Cela améliore également l'humeur des gens. En Europe, des villes comme Madrid, Bruxelles, Paris, Milan et Francfort ont également montré une réduction des niveaux moyens de dioxyde d'azote selon les images satellites Sentinel-5. En Amérique, Los Angeles, une ville avec l'un des pires problèmes de brume du pays, connaît une troisième semaine consécutive d'air pur. Tout cela amène certains à se demander si les mesures de confinement contribuent à réduire les niveaux de pollution. Les scientifiques californiens examinent les données mais affirment qu'ils ne sont pas parvenus à une conclusion. Les activités humaines qui causent des émissions ont diminué et il a plu tous les 2 ou 3 jours. Et dans ces conditions, ce sont les jours où nous avons généralement une très bonne qualité de l'air. Pour Cardenas, si l'amélioration de la qualité de l'air est liée à la diminution de l'activité humaine ou des conditions météorologiques, il y a alors des leçons à tirer lorsque tout cela sera terminé. Un peu d'air frais pour nous amener en RDC où le gouverneur du Sud Kivu a institué depuis le 13 avril le port obligatoire de masques de protection dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Profitant de cette brèche, de nombreuses organisations citoyennes se sont lancées dans la production de masques faits maison, parmi elles un groupe de femmes handicapées. Une façon pour elles de contribuer tant soit peu à ralentir la propagation du nouveau coronavirus.
Ernest Mouhero, notre correspondant au sud Kivu, s'est rendu dans leur atelier. Déterminées, ces dames réunies au sein de l'association d'encadrement pour la promotion intégrale des femmes vivant avec un handicap se sont données comme objectif de produire le maximum de masques en tissu pour aider à protéger la population contre la pandémie. Et pour cause, plusieurs cas de Covid-19 ont été enregistrés dans la ville de Bukavu. Ici, nous sommes 25 femmes vivant avec un handicap et cette idée nous a été suggérée par notre bienfaiteur. On a trouvé que c'est une bonne suggestion et nous nous sommes lancés dedans conscientes qu'en fabriquant ce masque, nous nous protégeons nous-mêmes et protégeons tous la population. Ce travail nous aide beaucoup car lorsque les gens achètent, on gagne quelque chose pour subvenir en ces moments difficiles aux besoins de nos familles. Je me sens vraiment trop fière de voir que malgré mon handicap, je contribue aussi à la lutte contre ce mal qui ravage l'humanité. Ces femmes sont à l'œuvre chaque jour du matin au soir, depuis la coupe des tissus, les dimensionnements, la couture, l'ajustage des pièces et leur stérilisation, le tout dans une ambiance conviviale à l'africaine qui leur permet de surmonter la psychose suscitée par cette maladie. Leurs clients sont visiblement satisfaits. Covid-19, c'est vraiment un virus qui affecte le monde. Et aujourd'hui, nous sommes en train de protéger. Avec mon masque ici, je me sens à l'aise parce que demain je peux le laver, le porter encore et ça me protège. Ça ne me gêne pas et puis je suis protégé et puis ça ne m'étouffe pas. Donc vous allez comprendre que pour moi c'est quelque chose d'encourageant. Avec nos mamans qui se sont données corps et âme, qui n'ont pas assez de moyens, qui se recherchent. Ce sont des femmes qui ont une imagination créatrice qu'on ne peut pas s'imaginer. Et c'est pour cette raison que j'encourage tout le monde à pouvoir d'abord les appuyer, à les produire à un nombre suffisant parce que cette pandémie, c'est une réalité. La manière dont elle se propage, c'est à un rythme exponentiel qu'on ne sait pas s'imaginer. Signalons que dans la ville, on sent encore un faible niveau de respect des mesures barrières, particulièrement dans le marché. En sera-t-il différent pour le port obligatoire du masque institué par le gouverneur du Sud Kivu? Attendons voir. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Portez-vous bien, protégez-vous, passez une excellente soirée. مثلا